Savez-vous que millet veut dire la bonne amie en provençal? C'est aussi une gamme de soins et de compléments alimentaires naturels, véganes et sans phytohormones qui nous accompagnent pendant la traversée de la ménopause en nous aidant à combattre notre irritabilité, nos sauts d'humeur ou nos problèmes de sommeil et autres inconforts physiques liés à nos déséquilibres hormonaux. En particulier les best-sellers Maille Équilibre Hormonal Féminin et Maille Essentiel Sérénité, le duo Feel Good pour un meilleur bien-être mental et confort physique. Merci à Millet de soutenir notre podcast. Allez, j'ose. On a tous besoin d'être chouchoutés, encore plus en hiver. Alors si on s'offrait du plaisir en pot avec la crème orange de Delicious. Véritable bombe d'efficacité et d'énergie, elle fait son effet à tout âge. Elle lisse, repulpe, hydrate et booste l'éclat du teint. Une crème pour toutes les peaux, fabriquée en France et récompensée par les Victoires de la beauté et le magazine Marie-France. Pour moi, c'est la pépite de la rentrée. Merci Delicious de soutenir notre podcast et maintenant, place à l'épisode. Et on va y aller, on y va. Alors attends, parce que j'ai tout, je suis très chargée. J'ai des fleurs, de la brioche, je lui ramène plein de trucs. Et je sais pas pourquoi j'arrive chargée comme ça. Je sais pas, je voudrais la remercier. Alors, c'est parti. Si je suis aussi nerveuse, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ose aller tendre mon micro à une femme que j'admire beaucoup. Mais alors, vraiment beaucoup. Journaliste et icône de la mode, écrivaine tendre et subtile, elle est aussi une influenceuse hors norme. Sans le vouloir, elle est en train de devenir le porte-parole des femmes de ma génération. Je l'adore, j'ai lu tous ses livres. Bref, ça y est, me voici en bas de chez Sophie Fontanelle. Oui, c'est Elsa. Allez, on y va, c'est parti. Vous y arrivez ? Oui. C'est pas vrai. Mais si, ça c'est parce que c'est une petite boulangerie en face de chez moi et ils sont merveilleux, génial. C'est un couple d'amoureux. Génial. Moi je vais vous faire un thé. Ah génial. C'est vrai que c'est beau. J'ai un peu l'impression, tout le monde doit te le dire, c'est que c'est comme si on était dans ton Instagram. Oui, pourtant c'est marrant parce que je monte l'appart très facilement. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas grand chose à voler parce que si tu veux, il n'y a pas grand chose de valeur là-dedans. Qui appartenait à ma famille, à mes grands-parents qui n'avaient pas de sous. Donc, je fais un thé très léger, moi. D'accord. C'est où tes bricoles ? Tiens, regarde. Comment ça va ? Parce que là, on arrive chez toi et en fait, t'es en pleine promo. Alors d'abord, on se tutoie. Ouais. Je tutoie jamais personne, mais on se tutoie parce qu'on se connaît sans se connaître, en fait. Mais on se connaît. Depuis des années, je sais pas. Moi, j'ai un souvenir précis d'il y a très longtemps. J'étais plus jeune, j'étais au Flore. Et tu étais dans un coin avec Nathalie et Sonia Riquel. Mmh. Nathalie Riquel avait un haut Sabia Rosa en soie. Je me souviens de Elle en avait beaucoup. Oui. Non, mais il y avait quelque chose de tellement, voilà, j'ai l'impression d'avoir vécu, tu vois, avec toi, toujours, de t'avoir connu au L, de te lire dans le Nouvel Obs. Comment tu te sens aujourd'hui, Sophie ? Oh, très bien. Un peu, et alors ça revient à la ménopause encore, ce mot atroce. Je suis plus fatigable qu'avant et j'ai eu une rentrée très fatigante. Donc je suis un peu épuisée, mais voilà, il faut se reposer. C'est ça aussi qui est bien quand on vieillit, c'est que je voyais les gens plus âgés faire des siestes, ça me paraissait fou. Maintenant j'en fais. Moi aussi j'en fais. Et c'est très bon. Est-ce que tu te rends compte que tu représentes l'emblème d'une certaine génération de femmes qui n'ont plus envie d'être comme on les voyait avant ? Moi par exemple, depuis tes livres, depuis tes cheveux blancs, tu m'as fait passer des messages qui font que je fais des choix différents dans ma vie de tous les jours. Est-ce que tu te rends compte de ça ? Oui, je m'en rends compte parce que je suis tout le temps arrêtée par des femmes. Et ma fierté, c'est que les femmes qui m'arrêtent, elles n'ont pas forcément les cheveux blancs. Ouais. Donc en fait, j'ai réussi à ne pas remplacer une injonction par une autre. J'ai jamais dit qu'il fallait que toutes les femmes aient les cheveux blancs. D'abord, il y a des femmes à qui ça va pas. C'est comme les cheveux longs, les cheveux courts, enfin, ça dépend. On fait comme on veut. Ce que j'ai dit, la seule chose que j'ai dit, c'est fou à quel point ça a été
Je lui ai dit pareil pour la vie sexuelle. J'ai dit, si tu n'es pas contente du fait de te teindre, pourquoi tu t'obliges à te teindre? Pourquoi tu vas pas regarder ce qu'il y a en dessous, en fait? L'envie, mon livre L'envie, si tu n'es pas contente si tu trouves que ta vie sexuelle est misérable, pourquoi tu continues? J'ai tout fait passer par la littérature. Et ça me fait penser tout de suite, ça résonne de quand j'étais enfant. Ma mère, elle gueulait quand il y avait un truc qui lui plaisait pas. Mon père, il disait, viens, on va parler, on allait faire le tour du pâté de maison. Je sais pas si vous avez connu ça, le tour du pâté de maison. Ouais. On allait faire le tour du pâté de maison qui, en fait, finalement, faisait 10 tours et où on parlait. Et il disait, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Et on discutait. Et ça, pour moi, c'est de la littérature. Et donc, une apparition, pourquoi est-ce que ce livre, il a porté? Parce qu'en fait, c'était pas une charge pour dire, voilà, les femmes, voilà à quoi on nous oblige, et voilà à quoi on s'oblige, et c'est horrible. Ce livre parle de l'éblouissement que j'ai à voir une femme entrer dans un café avec les cheveux blancs, et je lui dis, madame, moi, j'ai comme vous, elle était plus jeune que moi, je lui disais, madame, peut-être parce qu'elle avait les cheveux blancs, et je lui dis, madame, qu'est-ce qu'il doit falloir? Moi, j'ai pas le courage, etc. Et elle m'a dit, il faut pas du courage, il faut de la curiosité. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah voilà, s'il y a quelque chose de l'ordre de la littérature là-dedans, creusons, quoi. Quand tu parles du temps, j'en viens à la ménopause quand même, parce que le temps et la ménopause, ça définit un temps, justement. Toi, il s'est passé quoi à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un temps prédéfini ou c'est passé comme une lettre à la poste? Alors, moi, tout dépend de ce qu'on t'a dit aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai vu ma mère, qui était très frileuse, tout d'un coup avoir des bouffées de chaleur. Donc j'ai vu à quel point elle enlevait tout, quoi. Elle se retrouvait en slip et en soutien-gorge sur le canapé, qui est d'ailleurs le canapé qui est là, le même, il est recouvert différemment, mais qui était le canapé de mon enfance. Donc j'ai vu ça, je l'ai vu, la ménopause. C'est ce que j'en ai vu, enfant, enfin adolescente. Et puis, parce que ma mère m'a eu à 38 ans. Donc à un moment donné, j'ai vu sa ménopause quand j'avais 20 ans, quoi. Ce que je voulais dire, c'est qu'un jour, je suis allée chez une gynécologue, et je lui ai dit, j'ai l'impression que mon cycle est très irrégulier. Et alors, elle me demande, on en discute. Elle me dit, oui, c'est le début de la ménopause. Je crois que je dois avoir 46, 45 ans. Je sais pas. Et elle me dit, c'est le début de la ménopause. Peut-être même un peu plus, je ne me souviens plus, en fait, de l'âge. Et je lui dis, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, elle n'était pas du tout contre les traitements, etc. Mais elle me dit, vous vous sentez comment? Je lui dis, il y a des moments, j'ai vraiment chaud, quoi. Et elle me dit, vous êtes quoi, vous, du genre frileux? Ah oui, je lui dis, moi, j'ai tout le temps froid. Maintenant, vous aurez plus froid. Et en fait, elle me l'a pas dit en me renvoyant dans mes cordes, elle me l'a pas dit en me disant, maintenant, on dirait que c'est une femme qui m'a empêché de prendre des traitements. Elle m'a dit, essayez de le prendre comme ça et revenez me voir si vous n'arrivez pas à le prendre comme ça. Puis je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, j'ai commencé à ouvrir les fenêtres beaucoup plus. J'ai commencé à... Effectivement, la chaleur, attention, la chaleur qui vient à la ménopause, elle est incroyable. On a l'impression qu'on a 42 fièvres, quoi. Et puis ça s'en va, et puis ça revient. Et ça dure très longtemps, ça dure des années. Oh non, c'est vrai, des années? Non, parce que moi, j'en suis en plein dedans. Ah si, ça dure depuis combien de temps? Oh, ça fait déjà une bonne année, là. Oui, ça va durer 3-4 ans. Ouais. En tout. Hein. Je suis contente. Ça dure... Ou en tout cas... Pour les grandes bouffées de chaleur, ça dépend des femmes, hein, mais oui, ça dure un certain temps. Pour l'arrêt du cycle, ça vient effectivement plus vite, mais les bouffées de chaleur, c'est quelque chose. Il m'arrive encore d'en avoir. Bon, pendant que je vivais ça, j'avais une amie qui vivait ça comme un drame intersidéral. Elle me parlait de... En plus, moi, j'aime pas du tout appeler un chat. Donc, elle me parlait de sécheresse vaginale, de tas de trucs. Et moi, c'est pas du tout... c'est pas ton truc de dire. C'est pas mon truc, quoi. Elle me parlait de trucs, de douleurs qu'elle avait, qu'elle sans doute elle avait. Mais moi, comme j'étais complètement dans autre chose. Bon. Après, il y avait d'autres femmes qui parlaient de la peau, des rides. Et j'étais déjà en train de me dire, en train de réfléchir à changer mon alimentation, à faire des choses comme ça. Mais je pense que moi, il y a eu en moi, à un moment donné dans ma vie, une telle souffrance que j'ai décidé que toute souffrance qui pouvait être évitée on l'éviterait. Pourquoi j'allais me prendre la tête sur... évidemment, ces bouffées de chaleur, c'est dingue. Hein. Moi, j'avais une amie qui me disait qu'elle transpirait énormément, moi non. C'était d'ailleurs encore plus effrayant, si je puis dire, si je voulais le prendre de manière effrayante, parce que c'est très sec.
c'est une chaleur comme un sauna, en fait. Voilà, c'est comme si... Et on ne peut pas sortir du sauna, parce que c'est nous, le sauna. Donc, et puis, je suis restée comme ça, sur mon lit, et je me suis dit, mais quand est-ce que dans ma vie, j'ai été sur mon lit, à poil, sans couverture, les pattes écartées, les bras écartés, en étoile de mer, avec la fenêtre ouverte, puisque j'avais si chaud. Et d'ailleurs, j'aime pas du tout le mot ménopause, je tiens à dire. J'aime pas les mots qui ont l'air d'être... c'est comme les quinquagénaires. Parce que la ménopause, en tant que mot technique, il me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on en fasse un genre de femme. Voilà. Les femmes qui vivent la ménopause. Et j'aime pas le mot. C'est pas la période que j'aime pas. C'est le mot. D'abord, le mot pause, il est à questionner. Moi, j'ai rien contre les pauses. Hein. J'ai écrit un livre entier là-dessus. Ce qui me dérange, c'est l'arrêt de la femme, quoi, en fait. C'est ce qu'on dise que c'est l'arrêt de la femme, qui est absolument pas le cas. Ce que je crois, moi, sur la différence entre andropause et ménopause, c'est que les femmes, et c'est pour ça que ça m'intéresserait un plus beau mot, les femmes, par l'arrêt de leur capacité procréative, ont un avantage, à mon sens, c'est quelque chose dont elles n'ont plus à se soucier. Voilà. Je trouve que c'est un point très positif dont on ne parle jamais. L'homme, comme il peut, on lui enfonce dans le crâne qu'il peut procréer jusqu'à je ne sais quel âge. Et ce que j'ai entendu un jour un très 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 grand homme, Friedman, dire à la radio, et j'adore cet homme, mais il était là tout fier, parce qu'il est un homme, de dire que l'homme, c'était comme ça, il pouvait procréer, et il était tout fier de le dire. Je veux pas avoir l'air de le critiquer, parce que je l'aime beaucoup. Mais je me suis dit, mais c'est pathétique, en fait. Mais qui a envie, à 90 ans, parce que c'est ça qu'il voulait dire, même à 90 ans, mais qui a envie de rester avec cette préoccupation dans sa tête de je vais bander, je vais éjaculer, mon sperme, ma vie, mon sang, mon sperme, mais c'est pathétique, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas que on ait valorisé ça, alors que les femmes, finalement, dans la ménopause, elles ont 2 moments géniaux. L'un, qu'elles tombent plus enceintes. Alors, elles ont ce moment où elles peuvent faire l'amour sans prendre la pilule, sans se poser de questions par rapport à tout ça, et puis bon. Et puis, tout d'un coup, elles se rendent compte qu'elles ont envie de beaucoup d'autres choses. De quoi ? De faire des compliments à un homme alors qu'il ne va rien se passer, pas comme une prise de possession, d'aller nager à poil, si elles sont seules, de se réveiller dans la nuit et de faire leur vie et d'aller se recoucher, de tout d'un coup une espèce de liberté absolument immense qui leur arrive, de plus se demander si elles sont bonnes à baiser. Justement, tu as dit, je me permets de te couper, tu as dit une chose que j'ai adorée, tu as dit, quand je pense aux années que j'ai passées à 4 pattes à me demander si j'étais assez satisfaisante, quelle délivrance de ne plus avoir à penser ça. Je me suis dit, ah ouais, vraiment. Oui, mais alors, oui, c'est exactement comme ça que je le pense. C'est que, pour moi, maintenant, avec le temps, mais on met tellement de temps à comprendre, pour moi, il y a un âge où on se fait secouer à 4 pattes parce qu'on ne sait pas on peut faire autrement. Voilà. Il y a un âge où on le fait parce qu'on a compris comment est-ce que ça pouvait être super de le faire, donc on le fait. Et puis il y a un âge où on dit, mais il y a peut-être une autre façon de faire. Voilà. Il y a peut-être une autre façon de faire. J'ai compris quelque chose à ça un jour où, pour le livre L'Envie, j'avais interviewé un très grand psychanalyste. Il avait 92 ans, c'était argentin. Et je lui avais demandé ce qu'on sait du coït. Et il dit, ce qu'on sait du coït, c'est que c'est une réponse de la tête à une sensation, quelle qu'elle soit. Cette sensation, elle peut être un regard, c'est fou, hein. Elle peut être quand on est dans son lit et qu'on se tourne dans le drap, ou que le drap tout d'un coup se pose à un endroit, où le corps a la présence d'esprit, si c'est le cas de le dire, de dire c'est bon. Et là, c'est comme ça qu'on fait des rêves érotiques, tout d'un coup, on part en fait. On part. Et là, tout d'un coup, j'ai revisité se faire secouer. Oui, t'as plus du tout envie d'être collé contre un mur, en fait. C'est pas du tout ça ton rêve. Si c'est par un homme très doux... Pourquoi pas ? Très doux, ça n'a rien à voir avec son aspect physique. Hein. Mais si c'est par un homme très doux, c'est sans doute génial. Mais il faut avoir cette confiance
que l'autre est vraiment là, quoi, qu'on n'est pas juste... Enfin, moi, j'ai pas du tout envie de devenir une poupée de chiffon. En plus, maintenant, ambiance Barbie âgée, entre les mains d'un homme pour qui j'existe pas, quoi. J'ai pas du tout envie de ça. Sophie, quand tu parles d'alimentation, tu dis, moi, j'ai tout de suite décidé de changer un peu d'alimentation. C'était en rapport avec justement le fait de cette ménopause ou parce que tu changeais ou parce que tu sentais qu'il fallait qu'il y ait un truc qui se change, qui s'améliore? Parce que quand t'es jeune, quand t'es plus jeune, si tu veux, t'es vite tenté de prendre un double hot dog, les super bons, là, avec la double saucisse et bon, t'es vite tenté, puis ça t'écœure un peu, mais c'est pas très grave. Quand tu vieillis, tu te dis, bon, c'est peut-être mieux des petits pois, quoi. Et tu te fais un plat délicieux avec des petits pois, tu vois. C'est pas une punition. Mais je sais que j'ai eu une interrogation sur comment est-ce que je vivais mon rapport à mon corps. En plus, moi, j'ai toujours été incroyablement mince. Il y avait chez moi une identité de fille mince. J'ai toujours été mince. Puis à un moment donné, tout d'un coup, on se rend compte que on grossit. Et puis c'est pas comme si on mangeait pas moins et que tout d'un coup on se dit ok, je vais faire pamplemousse, salade, jambon blanc. En fait, on maigrit pas. Donc, j'ai vu des gens faire des régimes absolument dingues autour de moi, maigrir, mais après ils regrossissent. Donc il faut bien se dire, qu'est-ce que je peux faire de non violent, encore une fois, pour mon corps. Le poids, c'est une longue histoire qui, en général, remonte à toute l'histoire de la personne depuis longtemps. C'est que t'as des gens qui sont gourmands, t'as des gens qui sont gourmands à des moments et puis savent très bien s'arrêter. Moi, je suis d'un genre, je vais me faire très facilement. Je vois bien quand j'ai une copine qui vient déjeuner qu'elle trouve que ça, c'est pas assez. Mais moi, je vais me faire très facilement. Je prends une salade d'endive avec une petite crème d'anchois, une petite tartine avec un peu de camembert, et puis voilà. Et j'ai pas besoin je me fais pas le repas. Mais en revanche, s'il y a un camembert, je peux le descendre, tu vois. Donc, et un jour, tu comprends que faut pas descendre un camembert tous les jours. Donc, moi, j'essaie de me laisser vivre en faisant quand même attention. Les femmes, elles souffrent de leur poids parce que c'est vrai que le référent est toujours très mince, donc ça les fait souffrir. Moi, parfois, sur mon compte Instagram, il y a des femmes qui disent c'est facile pour vous parce que vous êtes mince. Ce qui me fait toujours bizarre, puisque comme moi, je suis passée de 36 à 40, j'ai l'impression que tout est relatif, quoi. Si t'es passé de 36 à 40, de temps en temps, tu te regardes, t'as l'impression que t'es patapouf, tu vois, alors que t'es pas du tout patapouf. C'est difficile de parler en 2 secondes de l'alimentation parce que ça vient avec ce que t'achètes. Et ce que t'achètes, tu te vois pas l'acheter. Tu ne te rends pas compte que tu l'achètes. Tu peux pas faire autrement. Moi, j'adore les chips qui tollent au vinaigre. Au vinaigre et au poivre. Ouais. Je me vois pas les acheter. Parce que je me dis, non, là, t'en as mangé trop, il faut que t'arrêtes. Mais je me vois pas les acheter. Je rentre, il y a le paquet de chips dans le... Je me dis, mais tu vas prendre des petits paquets, comme ça, au moins, tu mangeras qu'un petit paquet. Je mange 4 petits paquets. et je me rends pas compte. Et c'est quand je les vois dans la poubelle, je me dis, ça alors, voilà pourquoi j'ai un peu mal au cœur. Tout à l'heure, tu parlais de jugement. Toi, tu t'es sentie jugée. Moi, j'ai eu la sensation qu'on t'a jugée à un moment de ta vie. Là, aujourd'hui, t'es plus du tout la femme que tu étais il y a quelques années. Mais est-ce que le jugement, ça t'a posé un problème? J'ai pas senti de jugement. J'ai senti un jugement des gens qui me viraient de elle. Ouais. C'est-à-dire, j'ai senti, je vais dire tout simplement, j'ai senti leur extraordinaire bêtise, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut être bête? J'étais la seule personne à être sur les réseaux sociaux à l'époque, dans leur journal, la seule personne à être complètement partie prenante dans ce qui était en train de se passer, dans la modernité qui était en train de tomber dans ce milieu. Et j'étais la seule à être en lien avec les lectrices. Tous les jours, comme tu le sais, et sur le blog, et ensuite sur le DLL, tous les jours, je discutais avec les gens. J'étais la plus célèbre de leurs journalistes. Et ils me disent que j'ai fait mon temps, en fait. Ils te disent qu'en fait, tu ne suscites plus le désir. Moi, tu vois, cette phrase, ça m'a meurtrie.
pour toi. Mais moi, je l'ai pris pour moi-même. Je me suis dit, comment on peut dire ça à une femme, en fait? Mais justement, enfin, comment on peut dire ça? Si tu veux, tout c'est là court. les caractères des gens non violents. C'est que au moment où on m'a dit ça, je me suis dit, mais peut-on dire une chose plus bête que ça, quoi? Et j'ai quand même 2 jours plus tard, non, une semaine plus tard, laissé pousser mes cheveux blancs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ma réaction, ça a été même pas mal, quoi. Et alors, ce qui est drôle, c'est que on est tous tellement ambigus que j'ai réagi. Je me suis quand même défendue, j'ai pris un avocat et voilà. Mais surtout, la personne qui m'a dégagé, la pauvre, elle était peut-être obligée de le faire, on lui avait peut-être demandé de le faire, peu importe. Cette personne-là, c'est tellement injuste que je me dis, bon, je veux pas de mal, jamais j'irai l'empêcher d'avoir un travail, ou si je le pouvais, jamais je ferais ça, mais je veux plus lui parler. Moi, j'ai cette sensation qu'il y a un avant-après Sophie. Enfin, il y a une Sophie d'avant, une Sophie de maintenant. Est-ce que tu as cette sensation, toi? Oui, sans doute. C'est-à-dire que quand j'ai quitté le journal Elle et que j'ai laissé pousser mes cheveux blancs, j'avais au début peut-être 10 000 followers. Je vais en avoir 7 000, puis quand j'ai quitté le journal, j'en ai eu 10 000, 15 000. C'est monté assez vite. Et en fait, c'est monté vite et je n'avais plus de patron. Et quand je me suis retrouvée en dehors du journal, j'étais complètement libre. Et là, j'ai découvert que toutes mes intuitions valaient quelque chose. C'est-à-dire le fait de se mettre devant le miroir. Toutes ces choses-là, en fait, j'ai pris de l'assurance. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire, mais en fait, ce que je pense, ça a de la valeur. Et quand tu es devenue là, alors justement, te prenant en selfie sur les réseaux sociaux, tu es devenue une espèce d'emblème de la mode, une espèce d'icône, tu vois, on te suit beaucoup. Alors que justement, à nos âges, je dis nos âges, puisque moi j'arrive vers la cinquantaine, c'est un moment où parfois on commence à s'interdire justement de mettre certains vêtements. Alors que moi, j'ai l'impression que toi, au contraire, c'est à ce moment-là que tu t'es dit, je peux tout porter. Alors là, on touche à quelque chose de très important, qu'est la notion dans la mode, de mode d'emploi. C'est-à-dire que ça a assez complètement disparu des magazines. Si on ne dit pas aux gens comment tout porter, alors c'est la catastrophe. Par exemple, moi, à mon âge, j'ai des amis qui me disent « Tu ne dois jamais dire à mon âge ». Ça leur fait tellement peur. Mais c'est une réalité. Moi, je ne sais pas l'âge que tu as, par exemple. J'ai 61 ans. 61 ans. Donc, à mon âge, si je me mets... Une amie de ma mère le faisait, au même âge que moi. Si je me mets une mini-jupe, des collants noirs et des petites boots avec la lanière à la cheville et un grand pull, exactement comme je me suis habillée pendant toute ma jeunesse, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'entre la personne que j'étais... en fait, j'ai laissé cette personne-là. Je la revois sur les Champs-Élysées, allant retrouver... Alors, j'allais au Journal Studio retrouver, je me souviens, Michel Robichon et toute cette bande de gens, de journalistes. Je me revois sur les champs avec une mini-jupe en jean brut, des boots à talons comme ça, là, qui s'ouvraient un peu comme des becs parce que ça s'attachait avec des lanières, un grand trench. Je ne suis plus cette personne, en fait. Donc, je n'ai plus envie de m'habiller comme ça. En revanche, que je fais une rééducation en ce moment, parce que j'ai eu le pied cassé, je me mets des leggings pour aller au centre de rééducation. Et puis, quand je sors, parfois, ça m'est arrivé, et notamment une fois, quelqu'un me dit « Ah, bon, on prend un verre ». Et j'arrive, moi, avec mes leggings, des mocassins, mes leggings et un grand manteau. Et là, la personne me dit « Mais c'est super, oh là 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 là, mais ça te va bien, mais pourquoi tu mets toujours des pantalons larges ?» Et moi, je dis « Mais un leggings, j'ai l'impression d'une petite vieille qui a oublié de mettre sa jupe, quoi. » Et tout d'un coup, je découvre que, en fait, c'est possible. En fait, c'est possible. Donc, c'est ce qui nous manque terriblement, et c'est peut-être pour ça que moi, mon compte, il a cette audience, c'est que, enfin, mon compte Instagram, c'est que moi, j'essaie, quoi. Je dis, voilà, j'ai essayé de faire comme ça. Ah, il y a toujours des gens qui disent, non, ça va pas, on a passé l'âge, ça vous va parce que vous êtes mince, mais moi, ça m'irait pas. Enfin, il y a toujours des gens qui... Mais si on n'a pas de mode d'emploi, si on n'a pas, en fait, on est en train de parler, si on n'a pas de rôle modèle, si on n'a pas des gens qui vous montrent que c'est possible, on le fait pas.
Oui, parce que cette phrase, justement, on a passé l'âge. C'est bien... Pas l'âge de quoi, en fait? C'est... En fait, tout le monde a peur d'être ridicule. C'est que moi, j'ai des copines qui, parfois, sont ridicules. Mais elles sont tellement contentes que... et tout d'un coup, elles vont se mettre... elles vont se mettre une énorme fleur au chapeau. Bon, il y a des gens qui s'habillent, c'est complètement fou, en fait. Ils sont un peu ridicules. Mais s'ils sont contents. S'ils sont contents, et puis il y a des gens qui ont une fantaisie telle que ça les amuse, en fait, de nous renvoyer cette sensation. Moi, je suis obsédée par mon éducation. Je pense que les Arméniens voulaient tellement, de ma famille, voulaient tellement s'intégrer par le chic, etc. Je suis obsédée par l'allure, l'élégance. Donc, je ne vais pas me la mettre, la fleur au chapeau. Mais je vais la mettre sur mon blazer. Je vais faire quelque chose, quoi. Est-ce que... moi, je crois pas beaucoup à ce que... tu sais, on dit que c'est un moment où, passé, on se sent mieux, on se sent épanoui. J'y crois pas à ça. Mais en revanche, je crois à toi. Parce que toi, il y a quand même eu, justement, cette femme que tu es devenue, enfin, cette femme que tu es là, devant moi, qui me paraît beaucoup plus, justement, libre qu'avant. Plus épanouie. Enfin, épanouie, je sais pas si c'est le bon mot, mais... Si, je suis plus épanouie, c'est sûr. En fait, tout ça dépend de ton histoire. Je dis partout en ce moment, à propos du livre Admirable, on me parle de chirurgie esthétique, je dis, mais c'est beaucoup plus facile pour une femme qui a dû chercher sa beauté, qui regardait, moi quand j'étais jeune, il y avait des filles qui ressemblaient à Ornella Lamouti, je voyais bien qu'elles étaient plus belles que moi, je n'étais pas bigleuse. Donc j'ai dû trouver ma beauté. J'ai expérimenté vraiment beaucoup de choses, particulièrement moches, mais j'ai fini par me comprendre physiquement. Et j'ai fini par travailler ce physique, par savoir qu'il y avait des choses qui m'allaient pas. Enfin, j'ai fini par comprendre. Donc en fait, aujourd'hui, oui, je me sens beaucoup mieux, puisque je peux tout à fait faire des erreurs, même vestimentaires, et que ce soit complètement raté. Mais je me connais mieux. Donc, j'ai aucune raison de ne pas continuer dans cette voie. J'ai aucune raison de me dire faut que je sois comme quand j'étais jeune. Il faut surtout qu'on ait l'impression que j'ai 30 ans. Puisque je trouve que c'est... Je sais pas si je suis plus jolie qu'à mes 30 ans. Peut-être qu'il faudrait regarder des photos et on va se dire, non. Mais en tout cas, j'ai oublié, en fait, comment j'étais à 30 ans. Et je crois que les femmes qui font trop de chirurgie esthétique, elles n'ont pas oublié comment elles étaient à 30 ans, elles veulent pas en bouger, quoi. Dans ton livre, dans Admirable, avec Admirable, justement, à un moment, il y a l'autre personnage qui dit, oh là là, mais j'ai eu chaud, cette chaleur, et elle dit, mais c'est la nature qui remet les choses en place. Moi, je me suis demandé, justement, si c'est pas, du coup, est-ce que la ménopause ne remet pas chaque chose à sa place? En tout cas, elle est une immense leçon du cours de la vie. Parce que je crois que dans la diabolisation ou le sentiment de toujours traiter la ménopause sous son aspect les plus déplaisants, qui existe, je crois qu'on oublie qu'il y a dans le cours de la vie, et c'est vraiment tout le thème d'Admirable, il y a dans le cours de la vie des choses à comprendre. Avec l'âge... Et donc, avec la ménopause mécaniquement, mais avec l'âge, je pense que nous avons une autorité qui vient en nous. Nous parlons, comme on disait de Marguerite Duras, elle parle d'autorité. Je crois que c'était Charles Juliet qui disait ça de Marguerite Duras. Il y a une autorité, on peut dire des énormes conneries, mais on parle d'autorité. Et surtout, on ose dire des choses. Parfois, on se trompe, mais on ose dire des choses. Un peu comme font les ados. Et ça... je pense qu'on devrait en profiter un peu plus. Mais parce que j'ai l'impression que tu oses beaucoup plus. D'ailleurs, quand tu as posé pour le journal Elle, toute nue, c'est osé. C'était magnifique. Mais d'ailleurs, comment ça s'est fait, cette histoire? Moi, j'avais aucun problème à me mettre nue. D'abord parce que je l'avais fait au Levant. J'avais écrit un livre dessus. Et surtout, je me disais, c'est important, le message à faire passer est important. Mais je voulais que ce soit très
Avedon, Herbrits, tous ces photographes. Je voulais que ce soit en majesté. Ouais. Au début, le photographe, il a tout de suite changé d'avis. Il voulait venir chez moi, faire des photos un peu intimes, sur mon lit. Oh là là, tout de suite, ça me faisait pas du tout plaisir. Ouais. Moi, je voulais un studio, comme si j'étais un top modèle, Ouais. et prendre des poses complètement dingues, avec juste un vêtement à chaque fois. Parfois, c'est des bottes, parfois, c'est juste un pull autour de la taille, ou pas, même pas. Bref, on a fait ces photos. Elle devait faire normalement une couverture du journal. Et le journal a reculé par peur, je crois que la directrice du journal, qui est une amie que je connais très bien, ça pouvait se retourner contre moi, pour elle. Elle pensait que c'était pas possible, en fait, de faire ces photos. Peut-être qu'elle dirait plus ça aujourd'hui. Mais à l'époque, elle pensait ça. Et donc, je lui ai dit oui, parce que moi, elle fait comme elle veut, c'est son journal. Et je lui ai dit, est-ce que tu m'autorises, moi, à faire des fausses couvertures de elle? Elle m'a dit oui. Et avec le photographe, on a fabriqué 3 fausses couvertures de elle où je suis nue. Et du coup, on a été invités chez Laurent Delahousse, qui a dit, vous avez été en couverture de elle, jusqu'à ce qu'à dans son oreillette, on lui dise que j'avais pas fait la couverture de elle. Et j'ai eu cette phrase où je lui ai dit, je crois qu'on peut considérer que j'ai fait la couverture du journal. Parce qu'en fait, aujourd'hui, plus personne se souvient de la couverture de journal et tout le monde pense que j'ai fait la couverture de elle. C'est la force des réseaux sociaux. C'est que j'ai envoyé une couverture qui était tellement forte. Mais qu'est-ce que c'est important? Pourquoi ce corps des femmes vieillissant, pourquoi on le montre pas? D'ailleurs, quelqu'un du journal m'avait dit, enfin peu importe, m'avait dit, mais tu sais Sophie, tu n'as plus tu n'as plus le corps de quelqu'un de 20 ans. Je le sais bien. Qu'est-ce qu'on s'en fout, d'ailleurs? On s'en fiche. Et je crois que aussi, pour les jeunes, c'est très important de montrer des corps qui sont pas des corps de jeunes. Parce que déjà, ils se sentent des merdes parce qu'ils n'ont pas les corps qu'ils voient dans les magazines. Alors en plus, l'âge, c'est comme si ça n'existait pas, en fait. Tu sais, Sophie, tu dis souvent que tu n'es pas militante, mais moi, je trouve que dans tous tes actes, il y a quand même quelque chose d'assez militant pour nous, les femmes, hein. Je sais que ce mot, c'est comme la ménopause, c'est des mots que t'aimes pas trop, mais dans toutes tes prises de position, t'as des prises de position qui sont vachement importantes. Oui, mais militant, quand je dis que je suis pas militante, c'est pas pour dire que c'est pas bien les militantes, c'est pour dire que c'est par respect pour les militantes, puisque elles vont au charbon d'une façon, c'est par respect et par tout simplement pour rendre justice aux militantes que je dis que je suis pas militante. Mais en revanche, je pense que je suis une changeuse. Tu vois, je change les choses. Je le vois bien, puisque quand j'ai écrit ce livre sur l'abstinence sexuelle, ça a été un pavé dans la mare. Mais moi, en premier, ce que je me dis, c'est que si on veut que ça passe, il faut raconter des histoires. Les 1001 nuits. Les 1001 nuits, pourquoi ça a traversé les siècles? Parce que ça nous raconte des histoires. Alors que ça raconte comment une femme, parce qu'elle a du talent, peut sauver sa vie. Je voulais juste revenir sur un terme. Justement, quand tu dis la ménopause, ce mot, il est moche et tout, il y a une sociologue, Cécile Charlap, qui a écrit La fabrique de la ménopause, qui raconte que la ménopause, c'est une construction sociale, justement. Et que si le regard sociétal était moins pesant, peut-être que ce mot serait moins moche. Il a bien fallu qu'on trouve des mots. Donc, je comprends qu'on ait trouvé ce mot. C'est juste que je crois que quand on a trouvé le mot de ménopause, et dans cette construction sociale, on n'a pas réfléchi au fait que, à l'époque, la femme, on s'en occupait pas, en fait, de ce qui se passait à partir d'un certain âge pour la femme. Et aujourd'hui, ça a beaucoup, beaucoup changé. La réflexion autour de l'âge des femmes a beaucoup changé. Donc, peut-être on ne trouverait pas le même mot aujourd'hui. Et effectivement, c'est une construction sociale qui correspond c'est tellement lié dans la manière dont on en parle un peu vite, toujours, au fait de la baisse de la libido. Enfin, c'est réétalonné sur la sexualité, alors que c'est peut-être justement un moment où on est tellement moins bête dans sa façon d'approcher la sexualité que c'est un enrichissement. Mais c'est jamais dit. Peut-être chez toi, c'est dit. Moi, j'avais juste envie de savoir si tu avais des choses à dire aux femmes ou aux hommes qui peuvent nous écouter. Est-ce que toi, tu as une chose qu'on n'a pas abordée, un mot qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais bien aborder? T'aspires à quoi, en fait, aujourd'hui? Le mot homme, on a essayé à des moments, on l'a dit, hein, mais dans un monde où les femmes ne seraient pas, et ce qui est au même temps tout le sel de la vie, en relation
pour celles qui sont hétérosexuelles, mais avec le désir des hommes, la ménopause ne poserait pas tous les problèmes qu'elle pose. Donc c'est bien une histoire de désir, et tant qu'on n'aura pas aidé les hommes à comprendre qu'ils se forcent durant leur andropause, à quel point ils se font violence à eux-mêmes, à quel point ils sont là en train de bouffer du Viagra, etc. Tant qu'on sera dans un discours idiot à dire « Ah, mais les hommes, on leur a inventé le Viagra, parce que les hommes, c'est plus important. » Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Mais en fait, ils sont piégés par le Viagra. Donc, moi, j'ai eu un amant, dernier amant, il y a quelques années. Il disait, quand il parlait, il était plus âgé que moi, donc ça le rajeunissait pas, et il disait, moi, de toute manière, le cul, moi, le cul. Et je disais, mais arrête de dire le cul. Mais il dit, comment veux-tu que je dise? Je dis, mais ne dis pas ça, dis faire des choses. Et il comprenait pas. Je lui dis, mais tu te rends pas compte la pression que tu te mets? Je lui dis, tu as quel âge? Tu vois la pression que tu te mets, tu es fou. Si déjà on arrive à regarder un film de Capra nu dans un lit, on est déjà bien content. Après, on verra bien ce qui se passe. Mais je trouve que les pauvres hommes. Et faut faire attention quand on dit les pauvres hommes, parce que les femmes, elles ont pris tellement cher. Ouais. Mais quand même, ils sont dans un truc. Quand on leur dit un homme, ça peut bander jusqu'à 90 ans, ça veut dire un homme, ça doit bander jusqu'à 90 ans. Moi, j'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi, donc il est, je sais pas, n'importe qui, quoi. La caissière au Carrefour, il fait bonjour. Bon, bah là, aujourd'hui, je prends très peu de trucs. Tu te dis, mais il est, avec des filles de tous les âges. Jamais, j'ai un jeune kiné de 25 ans, 27 ans, jamais je lui fais du charme, en fait. J'ai une relation de charme intellectuelle avec lui, mais je ne vais pas lui faire jamais je ferai ça. Et donc, je lui dis, mais et bon, si ça marchait? Si tu te retrouvais... déjà, j'aime pas beaucoup l'idée de dominant âgé avec caissière. Le côté, il y a un truc qui va pas. Très bien. Mais ça, les hommes adorent, parce que c'est la phrase de Monterland. Mon Dieu, faites qu'elle soit bête. La fille, ça veut pas dire qu'elle est bête. Bien du sûr. tout, hein, la caissière. Non. Mais c'est ce que pense l'homme. Bien sûr. Attention, hein. La fille, pas du tout. La caissière est peut-être 100 fois plus intelligente que l'homme. Et c'est ce truc d'être là à se dire comment est-ce que je peux encore, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui ont peur de vieillir? Essayez. Vous allez voir, ça fait pas mal. Toi, est-ce que si tu devais changer quelque chose, est-ce que tu changerais? Est-ce qu'il y aurait un truc que tu changerais? Physiquement? Ou dans ta vie, un truc que tu as vécu? Si je pouvais changer quelque chose, j'aurais pas été violée, quoi. Si, quand même, parce que je voudrais bien comprendre, en fait, ce qui s'est passé. Et je suis allée au Mexique. C'était quelqu'un qui était mexicain, qui était touriste à Paris, et je suis allée au Mexique pour la première fois de ma vie. Je n'arrivais jamais à aller au Mexique, et j'étais dans les rues et je me disais, il y a peut-être je voyais quand il avait les yeux verts, cet homme-là, je me disais et les cheveux bouclés, un peu blonds. Et quand je voyais des hommes qui avaient des cheveux un peu blancs, qui avaient pu avoir cet âge, je me disais, c'est peut-être lui. Et donc, c'est quelque chose. Je lui ferais pas, je lui mettrais pas la misère, mais je voudrais aller entendre, peut-être que j'entendrai pas, je voudrais qu'il entende ce que ça a fait dans ma vie et entendre ce qu'il a à en dire. Mais bon, ça c'est des choses. Et encore une fois, je dis ça sans violence, quoi. Mais c'est comme une curiosité, quoi. Qu'est-ce qui peut bien se passer? En fait, un jour, j'ai essayé d'inverser. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si j'avais un garçon de 15 ans qui venait chez moi et qu'il me disait, je peux pas faire l'amour, j'ai jamais fait l'amour, j'ai peur, et que moi j'allais chercher un tube de vaseline, je sais pas quoi, un tube de lac, et que je le sodomisais. C'est complètement fou, en fait. Donc, c'est complètement fou de faire un truc pareil. Donc, c'est un tel mystère, le mal, pour moi, pas le mal. Le mal, c'est un tel mystère que je voudrais en parler avec cette personne. De toute manière, on ne changera pas le monde tant qu'on n'aura pas la parole des hommes là-dessus. On ne changera rien à tout ce qui se passe.
Merci beaucoup, Sophie. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Tu nous as dit énormément de choses. On a bien, beaucoup de chance. C'était... C'est bien, c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude. Super. C'est vrai? Ouais. Bah, tant mieux. Écoute. C'était cool là, de voir. C'était super. Ah, c'était super. Là, je viens de faire un post, tu vas voir. Ça, regarde ce que c'est ça. Tu devines ce que c'est ça? En fait, entre 2 livres, j'ai retrouvé ça. C'est complètement dingue. qui? C'est très beau, mais c'est le diagramme de qui? Tu sais? C'est le cœur de ma mère. Mais c'est pas possible. Ouais. C'est dingue. Ah, c'est magnifique. Je sais pas du tout comment j'ai eu l'idée de prendre ce truc. Ah oui, c'est très beau. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Je te fais un câlin. Non. Au revoir. Elle a beau avoir un regard décalé et bourré de tendresse sur la vie en général et la ménopause en particulier, Sophie Fontanelle a quand même mis le doigt sur un écueil et pas des moindres. La fameuse prise de poids qu'on redoute tant, la nécessité de repenser son alimentation. Alors, pourquoi la nature nous inflige-t-elle de prendre du bide ? Est-ce vraiment inéluctable ? Comment limiter l'effet bonbonnière ? Et surtout, comment peut-on se nourrir sans se couper du plaisir ? Autant de questions brûlantes que j'ai soumises à Virginie Paré, une spécialiste en nutrition. On parle effectivement de 7 kilos en plus à la ménopause. Ils arrivent progressivement à partir de la préménopause, qui peut s'installer une dizaine d'années vraiment avant la ménopause, et c'est 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là. Et à terme, si on ne change rien, eh bien, on prend du poids, et en général, ça tourne autour de ces 7 kilos. Comment on explique cette prise de poids ? Ça s'explique par la baisse générale du métabolisme, par une diminution des œstrogènes et de la progestérone, et donc par davantage de stockage graisseux, notamment au niveau du ventre. Mais tout n'est pas aussi sombre. Alors allez-y, dites-moi, redonnez-moi un peu d'espoir. C'est pas du tout une fatalité. C'est une fatalité si on laisse les choses telles qu'elles étaient, si on subit le stress, parce que ça, c'est un paramètre très important également pour la prise de poids en période de ménopause, et si on n'est pas dans le mouvement et dans la fluidité des choses. La ménopause, ça fait partie du cycle normal du féminin. Il est important de l'accepter et de la vivre pleinement. La tendance naturelle des femmes est de faire un peu l'autruche et de dire je n'ai pas envie de voir cette prise de poids, donc je laisse un peu tout ça de côté et je vais me dépenser toute mon énergie dans le travail ou dans d'autres activités. Et je m'aperçois que plus les femmes sont stressées, plus elles sont déconnectées de leurs ressentis et plus la ménopause génère des inconforts parfois violents en fait. Qu'est-ce que vous entendez par ne pas subir le stress ? Quand on est dans une zone de turbulence hormonale, on est plus stressé, on est plus angoissé. Déjà, rien que le mot de ménopause génère un stress chez beaucoup de femmes parce que c'est connoté tellement négativement que l'approche de cette période génère du stress. Donc, changer son regard, à mon avis, c'est déjà un premier pas qui est important. Ensuite, en période de ménopause, comme il y a des hormones qui vont disparaître, le taux de cortisol augmente. Le cortisol, c'est une hormone du stress et l'insuline, qui est l'hormone du stockage, est directement en corrélation avec le cortisol. Plus on produit de cortisol, plus on produit d'insuline. Donc, faire tomber le niveau de cortisol, c'est important aussi pour ne pas prendre de poids. Dans les étapes de vie, je suis pour la prise de compléments alimentaires parce que ça peut vraiment aider, faire tomber le stress, accompagner les femmes dans cette période qui est pas toujours très confortable. Il existe des compléments alimentaires qui accompagnent les femmes et je pense plus particulièrement au laboratoire Millet en fait qui propose un grand nombre de produits pour accompagner les femmes en cette période de ménopause et surtout des soins du microbiote, donc microbiote intestinal, et qui sont très ciblés justement perturbations hormonales chez la femme. Alors, baisser son stress, là je vous entends, je comprends, mais pour le reste, ça veut dire qu'il faut repenser son mode de vie, tout changer ? Alors déjà, je pense que c'est par des petits changements doux et faciles à appliquer au quotidien qu'on peut obtenir de grandes modifications. Le corps déteste les changements radicaux. Donc, ça peut passer par des petits gestes au quotidien qui peuvent commencer par boire un grand verre d'eau le matin en se levant pour drainer. Ensuite, terminer sa douche par de l'eau froide de manière à activer la circulation sanguine et lymphatique.
c'est essayer au quotidien de d'être moins en contact avec des toxines alimentaires. Éviter également les toxines émotionnelles. Quand on peut éviter certaines personnes qui vont nous stresser ou qui vont nous contrarier, il est temps de le faire. Il est important également de maintenir la masse musculaire par davantage de sport. Voilà, en général, il y a beaucoup de femmes qui capitulent en période de ménopause, qui se disent de toute façon, ça y est, je vais prendre du poids, donc perdu pour perdu, je lâche tout. Et c'est l'inverse qu'il est préférable de faire. Donc des sports plutôt ludiques qui nous donnent envie de continuer. Ça peut être faire du vélo, faire de l'aquabiking, faire de la natation, du yoga, tous ces sports dans lesquels on peut prendre beaucoup de plaisir. Mais alors, de quelle façon peut-on repenser son alimentation ? Déjà, quand on arrive en période de ménopause, on a à peu près la cinquantaine. Donc, on a un corps qui a déjà traversé des épreuves, mené des combats, porté des projets de vie. Donc, je pense qu'il faut avoir une forme de gratitude par rapport à ce corps qui a passé pas mal d'épreuves. Normalement, à 50 ans, c'est le cas. Ensuite, pour l'alimentation, il n'est pas question d'avoir une alimentation austère, de ne manger que des légumes bouillis ou des graines germées. Pas du tout. Il faut simplement reprendre le goût de cuisiner, de rajouter des épices, des herbes aromatiques, de découvrir des nouvelles préparations qui peuvent être absolument délicieuses. Mais simplement, mon conseil majeur, c'est d'éviter l'alimentation industrielle. Donc, plus on est dans le naturel, plus on mange des aliments qui ne portent pas d'étiquette, c'est le meilleur moyen de les reconnaître, plus on est dans la vérité par rapport à l'alimentation. Et très vite, on s'aperçoit que le corps répond favorablement par un meilleur moral, par un meilleur sommeil, par une silhouette qui s'affine, mais reprendre le plaisir de cuisiner, de s'occuper de soi. Merci beaucoup Virginie. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à rajouter d'après vous ? L'important en période de ménopause, ce n'est pas de lutter contre, mais vraiment de ne pas être en lutte contre le temps qui passe, contre quelque chose qui est inéluctable, mais c'est vraiment, le moment est venu, si on l'a pas fait auparavant, de prendre soin de ce corps qui nous a amenés jusqu'à 50 ans et qui est toujours là, bien présent et qui fonctionne. Et tout se passe bien. Tout se passe vraiment très bien. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, elles m'ont fait du bien, ces 2 conversations. Elles m'ont redonné l'espoir, de la gratitude envers mon corps et l'envie de me préparer de bons petits plats. J'espère qu'elles vous ont mis du baume au cœur, à vous aussi. Merci à Sophie Fontanelle pour le regard merveilleux qu'elle porte sur les choses de la vie. Son livre, Admirable, l'histoire de la dernière femme ridée sur Terre, est en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci à Virginie Paré pour ses propos décomplexants, éclairants et bienveillants. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao. Merci à Sophie Drumin qui a réalisé et monté ce podcast, à Alban Claudin qui l'a mis en musique et Étienne Gracianette qui l'a mixé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles. Vous savez comment ça marche. Commentez, partagez, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup.